une nation prospère, elle ne peut qu'être, elle ne peut que dépendre des hommes prospères. Et les hommes prospères, c'est ceux qui sont capables de créer la prospérité, de créer de la richesse, d'inventer. Je reviens encore sur le fait qu'il faut inventer. Donc, quand vous parlez, par exemple, d'un opérateur économique, quand vous êtes président et puis vous n'êtes pas un vrai opérateur économique, vous ne pouvez pas réussir à redresser l'économie de votre pays. Parce que l'opérateur économique n'est rien d'autre qu'une personne physique, vous voyez, qui est capable je ne sais pas comment on appelle, allô? Oui, nous vous recevons, monsieur. J'ai un appel qui est rentré pour me déranger. C'est une personne qui est capable qui offre des travaux, des produits ou des services sur un marché. Cette notion, ça ouvre aussi, ça ouvre, ça couvre, je veux dire, comment on appelle, les entreprises, ça fournit des prestations. Donc, si demain matin, quelqu'un me fait appel pour me demander quelle est ma solution pour que le Bénin soit mis en orbite, moi, je pense que le premier point sur lequel je vais mettre l'accent, c'est qu'on dévie beaucoup de nos ressources vers l'éducation, la formation et l'instruction. L'éducation, ce n'est pas seulement le fait d'aller à l'école et puis de prendre des diplômes. Ou bien l'instruction et la formation technique, la capacité de transformer. Un pays a besoin d'avoir des hommes prospères. Ces hommes prospères doivent être capables de faire de l'économie de la transformation, créer de la valeur ajoutée pour déjà ce qu'il y a comme matière première dans leur environnement, ou bien même créer des mécanismes qui leur permettent d'aller prendre la matière première ailleurs et ramener ça chez eux pour créer la valeur ajoutée à l'intérieur de leur pays. Parce que regardez les Occidentaux, la plupart des pays développés, ce n'est pas des pays qui ont des ressources naturelles. Mais qu'est-ce qu'ils ont pour pouvoir être des pays développés alors que nous qui avons les ressources naturelles, nous sommes sous-développés? Parce qu'eux, ils ont adopté l'option de l'économie de la transformation. L'économie de la transformation, ça passe par la maîtrise de l'outil de production. L'outil de production, ce n'est pas seulement la machine, c'est des hommes bien formés. Aujourd'hui, quand on est en train de parler de l'intelligence artificielle, où est-ce que nous nous retrouvons en Afrique? Combien d'ingénieurs nous formons par année? Mais l'argent qu'on prend pour faire venir des musiciens qui chantent avec les fesses dehors, pour faire des fêtes de vaudou et de tout ça là, vous savez combien d'ingénieurs on peut former chaque année avec ça? Vous savez combien de personnes on peut sauver dans nos hôpitaux? J'ai entendu quelqu'un tout à l'heure qui dit qu'il faut faire des émissions sur la santé. Parce qu'un pays qui n'a pas une santé solide ne peut pas avoir une économie. Et si vous n'avez pas une santé, vous n'avez pas une économie, vous n'avez pas de politique tout court. Donc, si je dois élaborer un plan demain matin pour redresser le Bénin, je vais commencer par mettre l'accent sur l'éducation. L'éducation. Et puis, il y avait l'éducation civique. Il y avait les matières qu'on faisait à l'époque à l'école. On appelait ça morale. Morale. Non, avant même que ce civisme, c'est arrivé au temps de la révolution. Avant ça, là, la matière s'appelait morale. Et puis, on vous donne des notions. Par exemple, il faut expliquer. Est-ce que vous savez que c'est nous, les Africains, nous sommes les seuls au monde à piller nos pays, prendre les ressources pour déposer ça dans les pays où on ne veut pas de nous, parce que nous sommes des Noirs. Vous avez vu combien d'Américains vous avez vu détourner l'argent des États-Unis pour aller construire une maison à Cotonou ou à Abidjan ou à Lagos? Mais vous allez voir des Africains qui ont leur population, qui vivent dans des taudis, qui volent des milliards de dollars pour aller déposer ça dans des banques aux États-Unis, en Suisse, en Angleterre, en France. Et quand il leur arrive quelque chose, qu'ils meurent, cet argent est confisqué dans les banques. L'argent que les Abacha ont déposé dans les banques aux États-Unis, en Suisse et autres, là, sont encore coincés jusqu'à aujourd'hui.
Même pas 10% n'est rentré au Nigeria. Il faut protéger les hommes d'affaires pour qu'ils puissent déployer leur savoir-faire sur le continent africain. Aujourd'hui, si vous créez de la richesse en Afrique, vous êtes un homme en danger. Lorsqu'on est venu, par exemple, pour prendre les entreprises d'Adjavon, détruire tout en morceaux, vendre ça aux enchères, vous avez vu combien de Béninois qui se sont révoltés par rapport à ça. Et pourtant, il a créé des milliers, des dizaines de milliers d'emplois. Des dizaines de milliers de familles béninoises ont profité de lui pendant qu'il était là. Où sont passés ces gens-là? Qui l'a soutenu? Je ne parle pas de mon cas. Moi, j'ai perdu plus de 500 millions de dollars d'investissement dans un tout petit pays comme le Bénin. Vous voulez que je vous montre qu'en 2001, j'avais déjà une licence pour construire une raffinerie comme la raffinerie de Dangote, financée par le colonel, la banque libyenne de Foreign Commerce extérieur. J'avais déjà aussi une licence pour construire une banque d'investissement au Bénin. Mon usine, ma raffinerie de pétrole devait être construite à Séméfodi, sur le modèle de Singapour. Singapour, aujourd'hui, c'est ce sont des industries comme ça qui ont lancé Singapour. Je n'ai pas besoin d'être président pour développer un pays comme le Bénin si on me colle la paix. Vous n'avez jamais entendu que j'ai pris de l'argent public pour mettre dans mes affaires? Vous n'allez pas entendre ça? Monsieur Kodjo. Monsieur Kodjo. Oui, je vous écoute. J'ai fait 10 ans, j'étais conseiller spécial du président Mathieu Kérékou. Je n'ai jamais pris de marché public. Je n'ai jamais touché à l'argent public. Ça vous dit quelque chose? Oui. Vous avez vu combien de personnes qui étaient dans ma position au Bénin qui n'ont pas touché à l'argent public? Vous en connaissez combien, vous? Mais monsieur Rodriguez, oui? Pendant que vous étiez conseiller de monsieur le président Mathieu Kérékou, vous avez quand même toute la possibilité de mettre sur pied vos projets de raffinerie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'avez pas pu? Est-ce qu'il y a une main invisible impérialiste qui vous en a empêché? J'ai déjà dit dans plusieurs choses, mais je crois que la pédagogie, c'est aussi la répétition. Tout à fait. Quelque chose caractérisait le général Mathieu Kérékou. Il ne va jamais intervenir pour vous parce que vous êtes proche de lui. Je pense que c'était une erreur de sa part. Que vous ayez raison ou tort, il va vous laisser vous battre. En privé, il vous dira, vous allez servir d'exemple. Le général Mathieu Kérékou était un homme complexe. Vous voyez, moi j'ai obtenu du général Mathieu Kérékou, j'ai appris des choses de lui que mon père biologique ne m'a pas appris. C'est un homme très complexe. Ce que vous avez posé comme question, c'est une question pertinente. J'ai eu la licence pour construire mes industries cotonnières en 1997, le 3 janvier 1997. Mon projet faisait 40 milliards. D'autres personnes avaient des licences 2 ans, 3 ans avant l'arrivée de Mathieu Kérékou au pouvoir. Ils ont eu des licences, ils se promenaient dans le monde entier, ils n'ont pas trouvé de financement. Moi, j'ai eu mon licence le 3 janvier 1997. Le 1er mars 1997, soit 3 mois après, j'ai jeté la première pioche dans le sol pour construire la plus grosse usine de coton en Afrique. Une usine qui se construit en 3 ans, je l'ai construite en 11 mois. Ce sont des performances dans le milieu industriel professionnel qui sont hors pair. Mes machines étaient montées. Mon usine fonctionnait quand les maçons étaient en train de finir la construction pour faire le toit, les briques, monter les briques pour fermer l'usine. Alors que j'ai construit 12 mètres de profondeur de galerie en sous-sol en béton.
Ce n'est jamais vu, c'est du jamais vu en Afrique ou nulle part au monde. J'ai amené les meilleurs experts possibles. J'ai trouvé le financement, j'ai fait le cash, j'ai amené du cash de Singapour et de la Suisse. Ça m'a pris 3 semaines pour mettre en place le financement. C'est le seul génie que Dieu m'a donné. Mais les Béninois, ils n'aiment pas ça. Ils ont assassiné ce génie. Quand je suis allé pour parler de la raffinerie de pétrole que je devais mettre à Sémékoli, je suis allé les mains vides. J'ai vendu le projet, le plan. Je l'ai vendu à la banque libyenne de commerce extérieur. Ils l'ont acheté. Ils étaient excités comme ça. Lorsque je suis allé leur vendre le plan pour mettre le Bénin, pour en faire une plateforme de banque d'investissement pour financer l'économie de la sous-région et en Afrique, ils l'ont acheté. Je vendais des idées. Je crée le rêve. C'est ce que je sais faire le mieux. Je vous ai dit, j'ai des, comment on appelle, je prends des pays en exemple. Je prends par exemple Singapour, pour moi, c'est un exemple. Israël, c'est un exemple. En matière d'économie, ces gens-là, ils ont construit leur pays à partir de rien du tout. C'est dans la violence de tout ce que vous voulez. Pour le cas d'Israël, c'est différent de Singapour parce que c'est politique et autres là. Mais il faut reconnaître que c'est des gens qui sont arrivés dans un pays, dans une zone désertique, qui ont réussi à transformer le désert en verdure. Il y a des pays comme ça. Il y a le Vietnam. Allez au Vietnam aujourd'hui, vous n'allez pas savoir que ces pays-là, ils ont connu pendant combien de plus de 10 ans de guerre civile. Allez en Corée du Sud. Ce sont des pays qui doivent nous servir d'exemple. Tout à l'heure, j'ai parlé de la Chine. Quand vous voyez les images de la Chine il y a de cela 35 ans, il y a encore les bœufs se promenaient dans les grandes villes en Chine. Aujourd'hui, quand vous regardez la Chine, vous allez en Chine, vous comparez ça aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un village à côté. En matière d'infrastructure, vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe. C'est le fruit du travail, de l'imagination, de l'inventivité. C'est le pays qui produit le plus d'ingénieurs au monde chaque année. Donc, leur force, c'est une force structurelle. Ce n'est pas le bavardage. C'est un savoir-faire, c'est des actions. Il faut avoir une idée. Celui qui ne sait pas où il va ne peut pas savoir le vent favorable ou le vent défavorable. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, M. Kodjo? Oui, je suis d'accord. Si vous vous levez le matin, vous prenez la route, et puis vous décidez de prendre la route par la droite, en sortant de votre maison, mais vous ne savez pas où vous allez. Quand le vent souffle en votre faveur, vous ne savez même pas si c'est en votre faveur ou en votre défaveur. Je ne vais pas appeler le nom du pays, mais je vais vous donner un exemple concret. Un jour, j'ai été sollicité par un gouvernement africain. Je ne vais pas vous dire le nom parce que je ne veux pas créer d'autres problèmes. Ils m'ont demandé qu'ils voulaient que je les aide à organiser des vols directs entre leur pays et les États-Unis d'Amérique. Je suis arrivé aux États-Unis et je suis allé voir un ami qui est un vieux que tout le monde connaît, c'est l'ambassadeur André Nyung. Et je lui ai posé mon problème. Il m'a introduit auprès d'un monsieur qui est un noir, qui était en ce moment le PDG de l'aéroport d'Atlanta. À cette année, Atlanta était le plus grand aéroport au monde. En matière, ils avaient près de 111 millions de passagers par an. Donc, c'était un aéroport qui rapportait d'abord beaucoup d'argent pour Atlanta, pour la ville d'Atlanta.
et était numéro 1 mondial. Je suis allé leur vendre l'idée que bon voilà, et voilà quel pays en Afrique souhaiterait avoir une relation directe parce que le but, c'est d'organiser des vols directs entre l'Atlanta et puis leur pays. Ils ont trouvé l'idée bien. Ils m'ont dit de leur laisser 48 heures. J'ai donné plein d'arguments. Ils ont fini par me rappeler. Au bout de 24 heures, ils m'ont appelé pour une deuxième réunion. Ils m'ont dit, ah, nous avons des bonnes nouvelles pour vous. Ça nous arrange. Nous, ici, à l'aéroport d'Atlanta, c'est le hub. Donc, c'est le siège de Delta. Nous souhaitons avoir donc un pays comme ça pour avoir un autre hub de Delta en Afrique. Donc, nous sommes partants. Nous sommes prêts à organiser ça. Nous allons nous déplacer avec une délégation. Et le PDG me dit, je prendrai la tête de la délégation moi-même. Mais je ne viendrai pas les mains vides. Je vais leur apporter des financements, assistance technique pour améliorer leur aéroport, pour que l'aéroport soit qualifié pour faire des vols directs depuis l'Afrique vers les États-Unis, parce que ça pose des problèmes de sécurité. Il faut que la sécurité intérieure des États-Unis approuve cela. Donc, on va les aider. Je vais voir les Africains. Je leur explique. Voilà ce que j'ai obtenu pour vous. J'ai fait tout ça là sans être... Je n'étais pas un consultant qui gagnait de l'argent pour ça. Je fais ça par patriotisme pour le continent. Je vais là-bas. La délégation américaine se pointe sur place. Imaginez-vous ce qui se passe. Les Africains, ils font venir les Français pour dire non, que si nous voulons discuter avec eux, il faut qu'on discute avec les Français. Les Américains disent non, on ne comprend pas. Alors qu'eux, ils ont déjà donné l'exclusivité de leur aéroport. Voilà. Et qu'ils ne veulent pas discuter avec nous directement. J'ai dit, mais c'est vous qui m'avez sollicité. Les autres disent, mais est-ce que vous savez que nous sommes une société publique? Si nous voulons donner de l'argent à un pays africain, nous allons donner à un pays africain, nous ne pouvons pas donner à une société française. Ils ont dit non, que bon, vraiment de les excuser, mais les gars sont venus des États-Unis, nous avons passé près de 2 heures de temps à discuter seulement de cet aspect. La mission a foiré. Vous savez, est-ce que quelqu'un connaît comment on appelle la théorie de la soumission volontaire? Ça, c'est Étienne de la Boétie, non? Étienne de la Boétie qui a développé ça. C'est-à-dire qu'il y a des fois, vous vous posez la question de savoir si nous n'avons pas volontairement choisi d'être des soumis. Un instant, hein. Permettez-moi de demander à quelqu'un de m'entendre. Alors? Ok, donc on revient à M. Rodriguez. Je suis en ligne, je vous rappelle tout de suite. Laissez-moi finir, je suis en communication, je vous rappelle tout à l'heure. Donnez-moi 10-15 minutes, je vous reviens. Merci. Ok. Ouais, donc c'est pour vous dire que c'est une question de choix. C'est individuel et collectif. Et ça passe par l'éducation, la formation et l'instruction. J'en ai fini. Ok, c'est le Russe qui avait la parole longtemps. Je ne sais pas s'il a terminé. Oui, je pense que M. Martin Rodriguez a dit l'essentiel. La formation et l'instruction, c'est ça la base. Bon, mais ma question était beaucoup plus complexe que ça. Je sais que M. Martin Rodriguez a traité la question, mais c'était beaucoup plus complexe. Je demande si demain, M. Martin Rodriguez était invité
à une assise nationale, une assise qui va refonder le Bénin. Donc, il est appelé en tant que l'un des pères fondateurs du Bénin. Et comment allons-nous structurer le Bénin pour le projeter sur 30 ans et tout? Il a proposé la formation et l'instruction. Mais à part ça, dans la structuration globale, comment M. Martin Rodriguez voit l'organisation politique du Bénin? Comment allons-nous organiser le Bénin? Organiser... il y a quelqu'un qui rentre dans le live apparemment. Ah oui, il y a quelqu'un. Les personnes qui ne parlent pas, il faut couper leur micro, sinon ils sont fatigués, ils dorment. Donc, comment allons-nous structurer le Bénin et réorganiser le pouvoir exécutif? Aujourd'hui, Patrice Talon est en train de faire, selon lui, sa vision, ce qu'il arrange. Il a inventé un Sénat qui n'a rien à voir avec les Sénats normaux que nous connaissons. Donc, comment lui voit la structuration? Comment on peut réorganiser politiquement notre pays pour ne plus jamais avoir à la tête de nos pays des personnes comme Patrice Talon et autres? Monsieur le Russe, votre question, je la comprends très bien. Et ce n'est pas une question qui peut avoir une réponse en deux phrases. Parce que les implications, vous voyez, aujourd'hui, Patrice Talon vend quelque chose. Il vend quelque chose, mais ce n'est pas à vous qu'il vend ça. Il vend quelque chose à ses amis en France. Il leur vend le fait que si vous ne me soutenez pas, le Bénin tombe dans la main de l'AES. Et pour ça, fermez les yeux sur ce que je fais chez moi. Sinon, pourquoi Patrice Talon vous dit que c'est 12 personnes ou 20 personnes qui se sont levées la dernière fois, et lui, il a été obligé de faire appel aux forces spéciales françaises, au Nigeria, ou à la Côte d'Ivoire, au Ghana, et tout ça, la CEDEAO, pour 12 ou 20 personnes? Les enjeux sont beaucoup plus grands que ça. C'est un sujet très, très vaste. Ça ne peut pas se traiter en 2-3 phrases. Sinon, je vais galvauder cela. Je n'aime pas aller. Si je ne peux pas traiter d'un sujet à fond, je ne veux pas l'aborder. Vous me suivez? Parce que, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, l'histoire de dire je me retire, je ne suis plus président, je crée un Sénat, Patrice Talon ne s'en va pas. S'il part avec le Sénat, le schéma qu'il a présenté, il est parti pour ne jamais partir. Il est parti pour rester à la tête du Bénin jusqu'à sa mort. Puisqu'il dépouille le président de tous les pouvoirs possibles. Et c'est lui, en tant que sénateur désormais, qui peut dicter, il peut prendre son téléphone et dicter au président, voilà ce que je souhaite que tu fasses. S'il fait le contraire, le Sénat intervient et puis on remet ça en cause. N'oubliez pas qu'il y a aussi des anciens chefs d'état-major et autres là. Il va continuer de détenir la matière, la machine sécuritaire et tout ça là. L'argent et tout. J'attends de voir le pouvoir, la sécurité du président du Sénat tel qu'il a présenté là, comparé au président de la République. Le président de la République serait son planton. Et ça, c'est parce qu'il tire avantage d'un contexte global. Tout à l'heure, j'ai dit que quand vous voulez faire quelque chose dans votre pays, qu'il soit petit, vous devez tenir compte de la situation globale, la situation continentale, régionale, avant de descendre chez vous. Vous vous rappelez que je l'ai dit tantôt? Bien sûr. Je ne l'ai pas dit au hasard. Donc, Patrice Talon se sert de la situation géopolitique pour faire du chantage à ses maîtres et s'imposer. Mais bien sûr, vous n'avez pas entendu ce que Macron dit quand il dit que désormais la France n'aura plus honte de sa politique en Afrique? Georges, c'est la partie où tu veux réagir. Georges, tu es dans le live? Je suis là, Rousseau, j'écoute. Je peux écouter, je suis un peu occupé, mais j'écoute. D'accord. On va écouter M. Martin Rodriguez là.
Non, c'est un sujet vaste, hein, c'est pas un sujet à la légère comme ça. Patrice Talon tire avantage de ça. Il prend la menace. Il brandit la menace. Nous avons été précurseurs en Afrique de conférences nationales, démocratie et autres. On a été les tout premiers. Avant cela, vous savez que pendant la Révolution, c'est nous qui, à l'époque, la caractéristique fondamentale et la source première de la relation de notre pays, c'est la domination étrangère. Vous vous rappelez de cette phrase? Qui se rappelle de cette phrase? Monsieur le Russe. Oui. Vous connaissez cette phrase? Laquelle? La caractéristique fondamentale est la source première. Vous m'entendez? Oui. C'est Kékou qui disait que ce qui caractérisait la situation politique de son pays, c'était la domination étrangère. Et il disait que l'histoire de cette domination est celle de l'oppression politique, de l'aliénation culturelle, de l'effleurissement des contradictions interrégionales et intertribales. Vous êtes un spécialiste de Kékou, vous l'avez dit, vous bichez tous ces discours, vous avez tous ces discours en tête. J'étais à l'école primaire. Donc aujourd'hui, nous sommes revenus à une situation plus grave qu'avant 1972. En 12, voilà. Je l'avais dit ici tout à l'heure, hein, dans mon intervention. Donc, Patrice Talon vend cela à la France pour bénéficier de leur soutien. Vous ne voyez pas qu'il dit que lui ne parle que français, ne parle pas une autre langue et autres, qu'il est fier, il a un patrimoine. Il est fier de son patronyme. Patronyme français. Et que, il est proche de ceux des Français. J'ai entendu un jour un chef d'État africain dire, vous avez entendu parler de Léon Mba, du Gabon. Oui, Léon Mba, voilà le groupe, on dit, ouais. Il disait aux Gabonais, les Gabonais, ils disent, chaque Gabonais a deux patries, la France et le Gabon. La France avant et le Gabon après. Je rappelle que celui qui l'a succédé, le papa Bongo, Omar Bongo, lui disait que l'Afrique, c'est comme un véhicule qui ne peut pas prendre ça à la France. Donc la France, c'est l'essence, quoi. Oui. Mais retenez une chose, tout ça tourne autour de l'économie. Vous ne pouvez pas avoir une indépendance réelle si vous n'avez pas une indépendance économique. Vous ne pouvez pas avoir une indépendance économique si la machine de production vous échappe. Et ça, c'est une théorie que vous allez voir dans le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, quand il a écrit le contrat social, il a parlé de la nécessité pour chaque individu qui naît de régler les sujets liés à l'existence, se nourrir, se vêtir, se loger, s'éduquer, comment on appelle, se soigner. Mais pour chaque chose, il a besoin d'une spécialité. Et en tant qu'individu, il ne peut pas le faire lui tout seul. Donc, quand l'homme est né sur Terre et qu'il se retrouve face à ces défis qu'il doit relever pour son existence, il découvre qu'il doit produire. Et pour produire, il lui faut la maîtrise des moyens de production. Donc, déjà à l'entrée de jeu,
l'homme est confronté au défi de la transformation. Il doit transformer son environnement pour pouvoir vivre. Pourquoi c'est aujourd'hui que nous n'allons pas transformer? Tant que nous nous reposons dans une société qui ne transforme rien du tout, nous serons des esclaves éternels. Laissez la France, laissez les États-Unis, laissez l'impérialisme. Occupez-vous de ce que vous faites pour améliorer votre existence. Transformez. Transformez. Inventez. Combien de fois vous captez la radio, vous allez sur Internet et vous voyez combien de choses les Africains inventent. Nous, on ne fait que consommer l'existence. L'existant, c'est ce que nous consommons. Notre existence est consommation de ce que les autres fabriquent. Après, nous sommes étonnés de ce que nous sommes des esclaves. Et pourtant, l'Afrique n'a pas commencé en tant qu'esclave. L'Afrique n'est pas un continent. L'Afrique était un continent qui avait de la créativité, qui a inventé pas mal de choses. Donc aujourd'hui, ne me dites pas que c'est impossible. C'est impossible que dans notre tête. Lorsque vous êtes un individu, que vous voulez entreprendre, c'est vous, vous avez tout le monde contre vous. Il y en a qui sont contents de vous voir qu'on détruise vos investissements comme si ça leur apporte quelque chose. Ils sont soulagés de voir que un milliardaire a été détruit. Ah ouais, c'est bien fait pour lui. Quand il avait l'argent, il m'avait donné quoi. Mais c'est là même l'une des questions essentielles que je posais. Qu'est-ce que la République peut faire aujourd'hui? Ça vient dans l'éducation. C'est-à-dire, quand je parle d'éducation, là, vous savez, ce n'est pas aller à l'école, monsieur le Russe, attendez, oui. Ce n'est pas aller à l'école, sortir pour dire j'ai un master en communication, j'ai un master comment on appelle, ou bien j'ai fait un doctorat. Regardez, vous avez entendu monsieur Diogbonou parler d'aristocratie il y a quelques jours? Oui, il parlait des heures ponctuelles. Est-ce que vous savez que l'aristocratie, par définition, est contraire à la démocratie? C'est son opposé, carrément. Bien sûr. Il parle d'aristocratie, il y a quelque chose d'héréditaire dans l'aristocratie. Donc, il veut dire que des gens qui ont été nommés à ce qu'il appelle parlement sont des aristocrates. Si ce n'est pas de l'illettrisme. Et quand vous avez à ce niveau des personnes qui se disent agrégées en droit, qui sont en réalité des kakistocrates, parce qu'ils font la politique de la médiocrité. Mais ils refusent et disent, ils se prononcent aristocrates. Aristocrate a quelque chose de noble qu'il n'a pas. Dites-moi comment vous voulez que le pays s'en sorte. Où est le génie? Et ça, c'est professeur. Il est professeur de droit. Il enseigne à l'université. Il enligne des verbes. Il parle d'aristocratie dans le contexte d'une démocratie. Il parle des personnes qui venaient d'être, ils sont censés d'avoir été élus. Un aristocrate, c'est un héritier. Il hérite de quelque chose. Par exemple, quand vous prenez un enfant d'eux, le prince Andrew, c'est un noble, c'est un aristocrate, propriétaire terrien. Il possède des rentes, il possède des trucs. Il est né déjà là avec la cuillère en or dans la bouche. Des gars qui sont au Parlement juste parce qu'ils courent derrière le salaire de 3 millions, 4 millions, 5 millions, on va leur donner là. C'est ça que lui, il appelle aristocrate. C'est la culture même de la misère mentale, intellectuelle. Encore que l'aristocrate est censé être une personne, un citoyen éclairé et une élite. Et en quoi Eblebou est quelqu'un, un citoyen éclairé, voilà. En quoi? Et qui est Eblebou? Le Russe a quelque chose contre les Porte-Noviens. Eblebou, vous ne connaissez pas Eblebou, monsieur Matteo Rodriguez? Monsieur Sogui, non. Le Morguier. Le gars qui a disparu des démocrates à la veille des... Vous êtes la procure, comment ça s'appelle, le parrainage?
Vous avez vu comment il a remercié le président Patrice Talon à son retour du... Non, mais vous savez, l'estomacratie, c'est le ventrocratie, c'est les gens qui vivent de ventre. C'est pas étonnant. Quand M. Jossou passait l'élément de Mme Mouangwa Thérèse tout à l'heure, elle a dit quelque chose qui est très important. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Elle a dit, j'ai entendu ça au passage, elle dit que la France a téléphoné pour que les auteurs du soulèvement qui a conduit à la conférence nationale soient écartés. Je l'ai dit tout à l'heure. Elle a bien dit ça, elle avait répété plusieurs fois même. Vous vous rappelez Ils ont exigé que les souverains soient écartés de la conférence. La même chose qui s'est passée en 1960, quand il a s'agi de donner l'indépendance aux pays africains. Les leaders africains, qui étaient les vrais indépendantistes, ont été écartés pour donner le pouvoir à des gars qui étaient prêts à dire oui à l'Élysée. Ce qu'on a appelé l'indépendance de façade, c'est ce qui a été donné aux Africains. Parce qu'on leur a donné une sorte de statut qu'on a appelé indépendance, mais ce n'était pas une indépendance. Il y avait des accords secrets qui continuaient de les lier, même plus qu'avant même la période coloniale. Certains sont chez eux, ils sont locataires de leur propre maison, qui appartient soi-disant à la France. Okay, le combat pour l'indépendance, ce n'est pas un combat qui est terminé. C'est un combat qui doit être continu. Et ça passe par ce que j'ai dit tout à l'heure, la prospérité. Ça passe par l'économie. Monsieur Jossou, vous vous rappelez que on a discuté en privé quelquefois, je vous ai dit que il faut qu'on aborde des sujets qui sont des sujets globaux, qui finissent par avoir des impacts sur nos situations en Afrique et dans notre pays en particulier. Vous vous rappelez de ça, M. Jossou? Oui, bien sûr, oui. C'est important. C'est important. Sinon, nous avons des personnes qui sont des demi-lettrés qui vont nous imposer leur agenda. S'ils peuvent enfermer des parvenus dans un truc 109 personnes et leur parler d'aristocratie, des gens qui ne savent même pas de quoi on parle. Il y a des gens qui sont là-bas parce qu'ils ont dit non, moi je ne vais pas faire seulement 3 ans, je veux retourner au Parlement. Pour ça, ils ont trahi leur organisation et parti. Je vous ai dit tantôt que vous allez avoir une vague d'acteurs de soi-disant démocrates ou opposition. Là. Ils vont tous se ruer vers le soutien à Wadaï. Vous allez voir. Les jours et semaines qui viennent vont vous surprendre. Parce qu'en fait, leur démocratie est dans le ventre. Ok, Monsieur Rodriguez. Bonjour à tout le monde. Je ne sais pas s'il veut poser quelques questions à Monsieur président Rodriguez. Oui, le destin. Le destin. Oui, juste un instant. On a monsieur. Oui, juste un instant. On a monsieur Esquel qui était là avant, qui souhaitait poser une question. Je vais lui permettre de poser sa question d'abord. Monsieur Esquel, allez-y pour votre question. Ok, d'accord. Bonsoir à tout le panel. Et j'aimerais saluer une salutation très particulière envers le sénateur Nathan Rodriguez, que j'ai demandé à M. Biafrika de tout faire pour que je puisse l'avoir parce que j'avais une série de questions pour lui. D'abord, je tiens à le saluer. C'est quelqu'un dont j'entends parler depuis longtemps, je crois bien à partir de 2019 comme cela, parce que j'ai eu l'occasion d'habiter en face de sa maison à Asquabeto. J'ai causé avec ses employés, je suis particulièrement l'un de ses hommes de main. Et permettez-moi de lui dire que j'ai toujours rêvé d'être
son homme de main, jour de travailler avec lui, de développer des affaires, d'apprendre beaucoup plus de lui. À ce sorte qu'il y a de mes proches qui m'appelaient le disciple de Rodriguez. Donc, je suis très content de le voir sur le panel ce soir, de lui adresser quelques questions. Et il a dit tout à l'heure qu'on m'a parlé des jeux globaux, mais je pense que pour rester un peu plus dans le carnaval du sujet de ce soir, avec la prière d'avoir une autre occasion une prochaine fois de me rencontrer, j'aimerais poser des questions concernant la conférence. Je crois savoir que M. Rodriguez a travaillé avec le régime du feu général Mathieu Kérékou. Et puis, effectivement, le russe avait posé une question tout à l'heure. Je crois, je suis souvent tous les lives sur lesquels il est passé, je les suis. Et il a dit effectivement que le général disait que voilà, il faut se débrouiller pour pouvoir pour servir des emplois aux autres. Et puis, ce que j'aimerais savoir, c'est comment se fait-il que, malgré que le régime avait une certaine force, il y avait des personnes qui pouvaient avoir des failles dans le régime et puis pouvoir troubler, comme par exemple son cas où il a évoqué le cas de l'implantation de son usine, où quelqu'un avait monté la justice contre lui et ça avait tiré jusqu'à ce que ce soit parti même au tribunal. On a même voulu l'enfermer à cause de ça. Après, qui sont ceux qui étaient et quels étaient ces lobbies derrière là et qui manipulaient ces genres de choses là et quels étaient eux autres de l'autre clan, surtout lui particulièrement que je n'ai jamais vu, mais tout témoignage que j'ai vu sur lui sont de bons témoignages. Qu'est-ce que eux ils avaient fait en leur temps? Parce que plus vous restez dans la justice, dans la ligne droite, dans la droiture, et puis les gens qui sont dans le méchant parce qu'ils avancent avec la méchanceté vont continuer à avancer dans la méchanceté, prendront toujours le dessus, ce qui se fait constater par le fait que le mal prend dessus, le mal dans le monde entier prend le dessus sur le bien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? De l'autre côté, la destruction du régime du général Mathieu Kérékou a été en partie due au fait du lobbying qui était derrière les personnes qui étaient, comment l'appelle-t-on, exilées, et aussi en partie avec les élites corrompues qui étaient autour et qui généralement sont encore dans le régime actuel depuis longtemps. Comment se fait-il que cette élite a fait du lobbying derrière et le même lobbying que l'actuel président, même quand il a été en exil, il aurait fait selon les dits du président de la République, il avait assez des cabinets, etc. Quelle est eux, par exemple, leur position? Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui pour pouvoir faire relever le défi et revenir? Et dans plusieurs cas, il a cité beaucoup de choses. Par exemple, le cas dont il parlait tout à l'heure, la France était venue intervenir. Il avait voulu en tout temps aider les étudiants au Bénin ici pour leur apporter du matériel. Quand ils étaient venus dans le pays, les invités qui devraient apporter les matériels dans les universités étaient venus. Ils ont vu l'état dans lequel les gens sont, les matériels qu'ils avaient, comment ils l'utilisaient, qu'ils étaient découragés. Je crois qu'il s'agissait des Israéliens. Aussi dans le cas du coton qu'on pouvait implanter directement, qui allait pousser avec des colorations directement. Et beaucoup de choses qui ont échappé au pays. Et pourquoi on ne fait pas la promotion des personnes émergentes? Par exemple, au bénéficier, les personnes que moi je connais qui ont de l'argent, c'est des personnes politiques. Ce sont eux qui sont avancés. On ne fait pas la promotion des professeurs ni des hommes politiques. Et puis, on a tendance finalement à croire que pour être quelqu'un de développé dans le pays, il faut faire forcément de la politique. Et presque sur toutes les chaînes qui sont dans le pays aujourd'hui, tout ne fait que parler de la politique en fait. Donc presque tout, c'est de la politique. Donc comment on va déconstruire ce débat, sachant qu'aujourd'hui maintenant, cette lutte serait une longue lutte parce que la base est déjà déconstruite depuis le pays et ce serait très difficile de rester à l'étranger. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On ne peut pas rester les bras croisés. Et de deux, une autre question sur l'éducation. Nous savons presque tous ce qui se passe. J'ai des amis qui sont dans le corps de l'enseignement, qui sont AME, dont le salaire est dérisoire. Il y a des écoles qui manquent d'enseignants. J'ai appris qu'il y a même une école dans laquelle il n'y a pas eu d'enseignants depuis le début de l'année jusqu'à, comment l'appelle-t-on, jusqu'à après les fêtes avant qu'on retrouve des enseignants. Et puis, quand les enseignants du gouvernement sont réclamés, je crois que le ministre de l'enseignement supérieur leur aurait dit que, bon, voilà, on les a donné des vues par attaque, ils sont en train de vouloir du shawarma. Bon, comment on va faire pour construire? Qu'est-ce qu'on peut dire par exemple à nos autorités pour qu'ils puissent entendre que, voilà, que ceux qui sont aujourd'hui, par exemple, le ministre de l'économie actuellement, on aurait fait des grandes écoles à l'université,
en Europe, en France et aux États-Unis, on a fait la base, etc. Est-ce que cette opportunité que que lui a eue, est-ce qu'il prépare cette même opportunité pour le Bénin? Donc, je ne vais pas trop poser beaucoup de questions pour fatiguer le sénateur. Je voudrais demander humblement à M. Biafeka de réorganiser un autre live pour inviter le sénateur pour qu'on parle des sujets vraiment globaux. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup, M. Esquel. Donc, M. Rodriguez, si vous souhaitez apporter quelques commentaires par rapport à l'intervention. Bon, monsieur, comment il s'appelle le monsieur? Esquel. Esquel. Bon, bonjour, monsieur Esquel, je vous salue. Moi, je n'ai jamais habité Square-Goton. Non, je sais que vous n'avez pas habité Square-Goton, mais vous avez une maison à Square-Goton. Oui, des maisons dans le quartier comme ça. Donc, c'est des gens, des collaborateurs à moi que vous connaissez souvent. Oui, effectivement. Je n'aimerais pas appeler les noms ici pour des raisons. C'est vrai. Bon, maintenant, je vais vous dire un truc. Je vous ai dit tout à l'heure que le général Mathieu Kérékou est un personnage très complexe. Vous savez que quand il était au pouvoir, est-ce que vous avez jamais entendu les enfants Kérékou s'accaparer du marché public? Non, d'abord, je suis très enfant. Je suis compté parmi vos enfants. Et puis, j'ai fait classe avec l'union des petites filles du général. Donc, je suis très enfant. Je n'ai pas grande information. Bon, c'est pour vous dire que